Très heureux d'être parmi vous à l'occasion de ce CIFAL 2022. J'ai le plaisir de présenter au nom du Centre de recherche en sciences pharmaceutiques une petite communication sur l'apport des méthodes bioinformatiques dans le domaine pharmaceutique. Donc la thématique est relativement nouvelle dans un contexte algérien. Donc ça parlera surtout de l'utilisation de l'outil informatique, surtout dans ses applications biologiques, comme support au développement des médicaments. J'utiliserai pour décrire les méthodes bioinformatiques le terme in silico, surtout dans le cadre de la conception des médicaments, ce qu'on appelle communément le drug design. Ces méthodes in silico, c'est un néologisme latin, ça vient qui est synonyme d'outil informatique, car elle fait référence à l'atome du silicium, qui est un des principaux éléments chimiques entrant dans les microprocesseurs des ordinateurs et donc support des méthodes informatiques. Ce silicium est un atome tétravalent, mais ce qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ce qui nous intéresse surtout, c'est concevoir un médicament. Et vous savez qu'un médicament est surtout une molécule organique à base de carbone, tétravalent toujours. Donc pour concevoir ces molécules, cette drogue, ce médicament qui est pharmacon, rappelons toujours que c'est une molécule étrangère à l'organisme qui va interagir avec ce système biologique. Donc c'est une petite molécule, mais elle va interagir avec une macromolécule, c'est-à-dire une molécule plus grosse qui est généralement une protéine qu'on peut appeler communément récepteur, mais ça peut être une enzyme, un canal, ainsi de suite. Alors cette petite molécule va interagir avec cette cible qui est beaucoup plus importante. Le défi pour nous, c'est de modéliser de manière mathématique cette interaction entre le médicament et la cible, drug and target. Donc la liaison est généralement équimolaire, c'est-à-dire une molécule de médicament interagit avec une grosse molécule de récepteur. Cette liaison est caractérisée par une très haute affinité, mais heureusement, elle est généralement réversible. D'accord ? Donc c'est une interaction au niveau moléculaire et cette interaction doit être modélisée, c'est-à-dire établir une projection mathématique pour simuler l'interaction entre le médicament et la cible. Donc ça a un intérêt explicatif pour expliquer l'interaction, mais pour nous, ça sera surtout un intérêt prédictif. C'est-à-dire une molécule dont on ne connaît pas les effets, on peut prévoir son interaction grâce à cet outil. Alors, la conception d'un nouveau médicament, c'est l'objet même de l'industrie pharmaceutique innovante. Donc, pour fabriquer cette nouvelle molécule, on doit passer, comme vous le savez, par différentes étapes. Généralement, on passe d'une banque de données de plusieurs dizaines de milliers de molécules et essayer d'optimiser, tester, sélectionner ces molécules dans différentes phases précliniques, puis enfin cliniques, pour aboutir éventuellement à une seule molécule. Donc, c'est un processus très long, très fastidieux, qui peut prendre de 10 à 12 ans, comme vous le voyez, et très coûteux. Alors le coût d'un seul médicament innovant peut avoisiner 1 milliard de dollars. Et on n'est pas à la fin sûr à 100%, bien sûr, du succès de cette molécule. D'où l'intérêt d'avoir un bon outil de sélection dans les phases précoces du développement. Donc les outils bioinformatiques vont nous aider à trouver la bonne molécule, mais surtout vont nous aider à trouver les mauvaises molécules pour les éliminer. Et plus vous éliminez de mauvaises molécules, plus vous aurez de chances de succès pour trouver à la fin un bon médicament. Donc le drug design, c'est tout simplement l'art de concevoir des médicaments. Il y a généralement deux grandes écoles ou deux grandes approches pour développer une nouvelle molécule. Ou bien une méthode qui se base sur le ligand-based method, c'est-à-dire on va essayer de trouver quelle est la structure optimale qui interagit avec la cible, ou bien carrément on commence à modéliser à partir de la cible, c'est-à-dire du récepteur ou bien de la protéine qui nous intéresse, pour trouver laquelle des molécules a le plus de chances d'interagir avec cette dernière. Alors l'approche par ligand fait appel à la notion de docking. Donc c'est une méthode de calcul de l'orientation préférentielle d'une molécule vers une seconde molécule, c'est-à-dire la cible, pour former le complexe le plus stable et le plus intéressant sur le plan pharmacologique. Donc c'est le système, sur un plan pédagogique, on peut le résumer par le système clé-serrure.
Vous avez la serrure qui est la cible et vous essayez de trouver la clé qui va ouvrir et interagir de manière optimale cette cible. À partir de là vient ce qu'on appelle la relation structure-activité ou SAR. C'est l'étude de l'influence des paramètres de structure sur les propriétés pharmacologiques des médicaments, qu'elles soient cinétiques, dynamiques ou même toxicologiques. Mais le but d'une vraie modélisation est de quantifier cette interaction. On passera à ce qu'on appelle la QSAR. C'est une démarche pour tenter de trouver une relation proportionnelle ou inversement proportionnelle, les deux sont très intéressantes pour nous, entre un paramètre moléculaire qui soit stérique, c'est-à-dire l'occupation dans l'espace, physico-chimique ou même électronique par rapport à l'activité pharmacologique. Donc tous ces éléments-là vont être utilisés comme dans un processus de sélection à partir d'une chimiothèque de beaucoup de molécules et on va essayer étape par étape de voir si les propriétés de cette molécule sont intéressantes sur le plan pharmacologique jusqu'à optimiser le complexe. Donc d'une autre manière, donc on va parler d'un processus d'optimisation, mais soyez très attentifs, c'est que ce n'est pas un processus linéaire, c'est un processus aussi circulaire. Une fois que vous avez un médicament candidat, vous avez le testé, il est intéressant, mais vous n'allez pas passer directement à la clinique. Vous allez faire toute une série de modifications et tester encore par des méthodes in vitro et in vivo jusqu'à trouver la molécule qui donne le maximum de chances de succès. Donc ce processus, il y a une partie circulaire qu'on peut résumer ici, design, make, test, analysis, puis redesign, make, test, analysis, jusqu'à trouver la bonne molécule. Donc en conclusion provisoire, mieux comprendre l'interaction nous servira surtout ici à mieux prévoir l'activité du médicament. Alors, l'in silico est un outil en mutation. Il y a un vrai boom des méthodes bioinformatiques qui font appel à de nouveaux concepts et de nouvelles approches. Parmi les nouveaux concepts, c'est le concept de druggability of biological target, c'est-à-dire vous avez une cible, un récepteur qui est ou bien un virus, ou bien en réalité tout élément de la physiopathologie, et vous dites, est-ce qu'il va servir comme cible pour un médicament? Est-ce qu'il sera druggable? Alors en réalité, ce terme de druggability vient d'un autre terme qui est undruggability, parce qu'en réalité, on connaissait beaucoup de cibles, mais on ne voyait pas comment en faire des cibles pharmacologiques. Alors ici, il y a plusieurs approches possibles. On se base sur la structure de la cible, la similitude avec d'autres cibles qui ont servi au développement de médicaments, d'autres molécules potentiellement actives vis-à-vis de cette cible pour rendre cette cible, cette protéine, cet élément apte à être ciblé par un médicament. Alors, mais en réalité, toute approche prédictive, comme le signalent ces auteurs, doit être validée sur le plan expérimental. D'accord. Parmi les nouvelles approches, il y a l'approche par Fragment-Based Drug Discovery. Alors, au lieu ça a été résumé par ces auteurs dans cette synthèse de la littérature en 2020, c'est-à-dire au lieu de faire une démarche classique, de trouver une molécule qui interagit telle qu'elle, ce qu'on appelle un pharmacophore avec une cible, et modifier éventuellement cette molécule, on va avoir une approche plus fine. Ça, vous avez ici une présentation de l'approche classique. Vous avez une molécule potentiellement active et bien vous commencez à modifier cette molécule pour la rendre meilleure. On passe d'être abandonné, cette approche. Le plus intéressant maintenant, c'est l'approche par fragments. C'est trouver une série de déterminants moléculaires beaucoup plus petits qui sont actifs à différents endroits de la cible et vous essayez de les combiner. Alors cette combinaison peut être une simple addition, comme vous avez dans le cas A ici, ou bien lorsqu'ils sont relativement éloignés sur le plan stérique, on va faire une liaison entre ces fragments, ou bien une approche dans la représentation C par fusion, c'est-à-dire vous allez repérer éventuellement des éléments chimiques redondants, identiques, et vous avez supprimé la redondance en fusionnant les deux molécules, et pour obtenir un nouveau médicament qui est potentiellement très intéressant et très actif. Donc, je vous rappelle que les molécules médicamenteuses sont organiques, donc c'est à base de carbone. Mais le problème, c'est que si vous avez du carbone, vous avez de l'asymétrie éventuellement. Le carbone peut être asymétrique. Dans cet exemple, vous avez une étude qui vise à trouver avec des méthodes in silico et puis in vitro des traitements
des virus de l'hépatite B. Une série de molécules ont été intéressantes, mais la plus intéressante, vous la voyez ici. Ça a été encadré. Sauf qu'elle a deux carbones asymétriques qui vont donner deux isomères, ou plutôt deux diastéréoisomères de la même molécule. Et il s'est avéré que grâce aux méthodes bioinformatiques, l'un des diastéréoisomères était beaucoup plus intéressant que l'autre, avec donc des possibilités de liaison de la cible qui varient d'un isomère ou d'un diastéréoisomère avec un autre. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas la totalité de la molécule qui est intéressante, mais seulement un des isomères. Donc, on a parlé de pharmacodynamie, il y a aussi la pharmacocinétique. Ces outils bioinformatiques peuvent nous permettre, avant de tester chez l'homme, de prévoir le comportement de la molécule chez l'être humain, que ce soit au niveau de l'absorption, en appliquant la fameuse, maintenant classique règle de Lipinski, prévoir la distribution, prévoir le métabolisme, c'est-à-dire la capacité à interagir avec des enzymes de type cytochrome P450, ainsi que prévoir l'élimination de la molécule. Je vais vous donner juste un exemple sur la phase de distribution, de diffusion. Lorsqu'on développe, selon ces auteurs, de nouveaux médicaments dans le traitement de maladies neurologiques telles que Parkinson ou Alzheimer, eh bien, ça ne sert à rien d'avoir une molécule efficace qui interagit sur la cible si votre médicament ne diffuse pas justement dans le système nerveux central. Donc, parmi les éléments qu'on doit checker grâce à ces outils bioinformatiques, la capacité à traverser ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Et avant même de tester le médicament, on peut prévoir cette capacité avec les bons outils bioinformatiques ou in silico. Il n'y a pas que la DME, il n'y a pas que la cinétique, il y a aussi la toxicologie. Alors ici, même les autorités réglementaires de type FDA utilisent les données des méthodes bioinformatiques pour prévoir la toxicité et les interactions médicamenteuses, des toxicités surtout au niveau de la génotoxicité qui peuvent être prévues, prédites de manière avec une grande certitude avec les bons outils informatiques. Le monde naturel n'est pas en reste. Ces méthodes bioinformatiques peuvent nous permettre de tester une grande partie des principes actifs végétaux pour voir que si jamais vous avez une plante active intéressante sur le plan de la santé, grâce à ces méthodes, vous pouvez faire un screening, un criblage pour identifier laquelle des molécules de la plante est réellement active et éventuellement donner lieu à un développement pharmaceutique de cet actif végétal. Alors, mais en Algérie, bon, ça c'est très innovant, mais en Algérie, comme vous le savez, l'industrie pharmaceutique, elle est principalement une industrie du générique. Est-ce que les méthodes bioinformatiques ont leur place? La réponse est oui, même si l'essentiel de notre industrie est une industrie de générique. Cette industrie de générique peut utiliser les outils bioinformatiques dans ce qu'on appelle le repositionnement des médicaments. C'est quoi un repositionnement? C'est proposer de nouvelles indications pour d'anciennes molécules, sachant qu'un médicament générique, c'est généralement un médicament qui a été anciennement développé, ça c'est clair. Alors ce concept a été utilisé de manière intense dans le contexte de la pandémie Covid-19. On n'avait pas le temps de développer de nouveaux médicaments, donc il fallait tester les anciens pour voir si ça pouvait apporter un effet. Et là, la méthode bioinformatique est un outil rapide, fiable et intéressant pour explorer rapidement si votre molécule est intéressante dans cette indication ou non. Le repositionnement implique le croisement d'une masse importante de données, donc il vous faut une puissance de calcul importante avec des logiciels, du software très fiable et des compétences multidisciplinaires. Et d'ailleurs, c'est une des ambitions du Centre de recherche en sciences pharmaceutiques. Ce centre localisé à Constantine, dans un environnement industriel et biotechnologique très intéressant, avec beaucoup d'institutions qui travaillent dans le domaine du développement médical. Donc, ce CRSP a acquis un certain nombre d'axes d'expertise, de la synthèse de médicaments, d'évaluation de la toxicité des effets, mais aussi on a développé l'axe de l'intelligence artificielle dans la conception des médicaments, ce qui est l'essence même des méthodes bioinformatiques. Alors, le CRSP s'est doté d'une division in silico avec une équipe multidisciplinaire
Il y a des bioinformaticiens, c'est une spécialité nouvelle en Algérie. Il y a 2 bioinformaticiens qui ont été recrutés avec des chimistes théoriciens, des pharmaciens, des physiciens, des biologistes qui travaillent en collaboration dans cette division in silico. Elle s'est dotée récemment d'une station de calcul assez puissante avec bien sûr une série de logiciels de modélisation informatique applicables à l'industrie pharmaceutique, que ce soit sur le plan dynamique que cinétique. Cette équipe, elle est opérationnelle et elle est déjà en collaboration avec le monde académique et le monde industriel. Dans le domaine de la recherche, et des travaux sont actuellement en cours, voire même finalisés en cours de publication dans le domaine in silico. Dans la formation, on a déjà commencé par une série d'écoles de formation de l'in silico et en drug design. 2 sessions ont été déjà faites avec une session advance qui sera prévue durant le mois durant le mois de mars prochain. Et avec une série de prestations, aussi bien pour l'université que pour les industriels, pour prévoir le comportement de leurs molécules et donner des justifications techniques, scientifiques et réglementaires au choix des différents médicaments qui seront développés. Donc, en conclusion, les méthodes bioinformatiques est un outil indispensable dans le développement pharmaceutique. L'incorporation nécessaire dans les études de pharmacie, parce que au jour d'aujourd'hui, c'est quasiment un des aspects manquants dans la formation des pharmaciens, et ça serait bien de l'incorporer dans les programmes pédagogiques durant les études de formation. C'est à cause de son caractère déjà opérationnel, cette diffusion in silico est un des outils, un des atouts du centre de recherche pharmaceutique qui permet de promouvoir des développements scientifiques et industriels très intéressants pour l'industrie pharmaceutique et donc par essence constitue une interface de collaboration plus que prometteuse entre experts, chimistes, pharmaciens, biologistes et maintenant bioinformaticiens pour le bien de la santé publique, de la recherche scientifique et en général le développement pharmaceutique en Algérie. Et je vous remercie.